Un des épisodes les plus comiques de ma carrière, et j'en ai eu quand même quelques-uns, était un colloque organisé en 2002 à Alep pour le centenaire de la mort d'Abd al-Wahhab al-Kawakibi, qui a été le grand penseur arabe de la réforme de la fin du XIXe siècle, qui avait fait un grand livre sur la nature du despotisme. Et c'est un livre de référence en arabe sur ce sujet. Et alors c'était très amusant parce qu'il y avait à la table de discussion, enfin sur l'estrade si j'ose dire, des professeurs syriens qui ont disserté pendant plusieurs heures sur les méfaits du despotisme devant le représentant du parti de la région d'Alep, le représentant du gouverneur d'Alep, enfin toutes les autorités bassistes étaient là. Et apparemment, ils ne se rendaient pas compte, ni les uns ni les autres, de l'incongruité d'une critique du despotisme par rapport aux représentants les plus terribles du despotisme arabe, qui étaient les gens du parti basse. Là, j'ai l'honneur et la joie de voir mon ancien ingénieur de recherche, Dima Al-Sajdeyan, nous présenter un sujet qui est non moins brûlant sur l'autoritarisme arabe et le cas de l'autorité palestinienne. Dima, je te cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux professeurs Anchang et Henri Laurence de me faire l'honneur de m'inviter à participer à ce colloque et parler donc d'un sujet très contemporain qui est l'autoritarisme palestinien. Alors, maintes recherches ont tenté de comprendre pourquoi le monde arabe était aussi résistant au mouvement de démocratisation qu'a connu le monde depuis le début des années 70. Pour répondre à cette interrogation, plusieurs explications ont été avancées, dont les plus connues concernaient les prérequis à la démocratisation, mettant en avant l'absence de ces éléments dans le cas arabe. On parle ici de la faiblesse de la société civile, censée être un rempart contre la tyrannie, le monopole de l'État sur les secteurs stratégiques de l'économie, compromettant ainsi la capacité de construire un pouvoir autonome afin de contrecarrer l'État au sein de la société, le manque de niveau de revenus et d'alphabétisation adéquat, ou encore l'absence de voisins démocratiques et d'une culture démocratique. Ces raisons, évoquées de façon récurrente, ont notamment contribué à ce que la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord soit qualifiée de la région la moins libre au monde, suscitant ainsi l'idée d'un exceptionnalisme autoritaire arabe. Ces explications ne sont en réalité pas satisfaisantes et ne répondent pas vraiment à la question, dans la mesure où le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ne sont en aucun cas uniques dans leur faible dotation en prérequis de la démocratie. Ces explications ne peuvent surtout pas expliquer l'échec de la transition démocratique, car de nombreux pays également défavorisés, ayant rencontré ces obstacles, ont tout de même réussi à effectuer cette transition. C'est donc une mauvaise approche, et la question qui convient de poser dans le cas d'étude qui nous intéresse n'est pas celle de l'échec à atteindre les prérequis de la démocratie, car cet échec n'est pas exceptionnel à la région qui nous intéresse. Et surtout, parce qu'une telle question serait une question tout simplement rhétorique dans le cas de l'autorité palestinienne. Il convient de comprendre donc pourquoi les régimes arabes n'ont pas réussi à opérer cette transition et comment, au contraire, ils ont réussi à créer une forme plus résistante et plus renforcée de leur autoritarisme, tout en expliquant en quoi l'autoritarisme de l'autorité palestinienne ressemble à cet autoritarisme arabe. Dans le temps qui m'est imparti, je vais revenir sur les arguments que l'on considère comme des variables indépendantes et susceptibles d'expliquer la prévalence continue des modes de gouvernance autoritaire dans les pays arabes. Je me contenterai d'en traiter 3, avant de m'attarder sur les spécificités de l'autoritarisme palestinien lui-même. Avant de commencer, permettez-moi de faire une parenthèse rapide afin de rappeler le contexte dans lequel est créée l'autorité palestinienne.
En septembre 1993, Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, ont signé la déclaration de principe négociée à Oslo. Cet accord a créé une autorité palestinienne intérimaire, autonome, connue sous le nom de l'autorité palestinienne. Cette dernière était censée représenter l'OLP en agissant comme son bras exécutif dans les territoires palestiniens et gouverner donc les Palestiniens jusqu'à l'établissement d'un État palestinien, comme bien évidemment l'a laissé entendre la déclaration de principe. Pendant la période intérimaire de 5 ans, prévue dans l'accord, bien évidemment, les institutions de l'autorité palestinienne se sont développées tout en progressivement marginalisant le rôle de l'OLP, qui est officiellement la seule représentante légitime du peuple palestinien. Le paradoxe qu'on peut noter est qu'en l'absence d'un État palestinien, l'OLP agissait en tant que mouvement national de libération, alors que l'autorité palestinienne, pur produit d'Oslo, a continué à construire des institutions étatiques en se détachant complètement de la logique de l'OLP. Cette approche a accéléré, notamment après le décès de Yasser Arafat, chef historique de l'OLP, en novembre 2004, une tendance de plus en plus autoritaire qui s'est transformée au fil des années d'un autoritarisme qu'on a pu qualifier de discret, passant souvent par des jeux d'influence et des manœuvres liées aux élections locales, à un autoritarisme beaucoup plus avéré. En m'appuyant sur les recherches extensives et riches déjà faites sur les caractéristiques des régimes autoritaires dans le monde arabe et de leur résilience, je vous propose de rappeler brièvement la définition d'un régime autoritaire proposé par Juan Lins dans un essai datant de 1964 et plaçant ce type de régime dans une variété de systèmes non démocratiques et non totalitaires. Pour lui, les régimes autoritaires sont, je cite, « des systèmes politiques au pluralisme limité, politiquement non responsables, sans idéologie élaborée et directrice, mais pourvus de mentalités spécifiques, sans mobilisation politique extensive ou intensive, excepté à certaines étapes de leur développement, et dans lesquelles un leader ou, occasionnellement, un petit groupe exerce le pouvoir à l'intérieur de limites formellement mal définies, mais en fait plutôt prévisibles. » Le problème de cette définition, même selon son auteur, est qu'elle se focalise sur l'exercice du pouvoir, son organisation, ses liens avec la société, la nature des systèmes de croyances qui le soutiennent, ainsi que sur le rôle des citoyens dans le processus politique, sans pour autant prêter attention au contenu des politiques, aux objectifs poursuivis et à la raison d'être de ces régimes. Un ensemble de caractéristiques que nous ne pouvons que prendre en considération lorsqu'on parle du monde arabe. En tout état de cause, cette notion de régime autoritaire a surtout été définie dans le cadre d'une classification des régimes politiques et ne peut être considérée comme un modèle, au sens de clé qui permet de déchiffrer de part en part une réalité. Ce terme, comme l'explique Philippe Droz-Vincent en reprenant les observations de Giovanni Sartori et Christine Moss-Helms, est d'utilisation heuristique et comprend en son sein un certain nombre de caractéristiques centrales, au moins jusqu'en 2011. Tout d'abord, il existe une concentration du pouvoir. La scène politique autoritaire est réduite et strictement contrôlée, avec pour objectif principal d'assurer la pérennité de l'exécutif. Bien qu'il existe une variété de modes de gouvernance, les régimes autoritaires dans le monde arabe sont résolument néopatrimoniaux. Le néopatrimonialisme, tel que conceptualisé par Weber, inclut des institutions politiques formelles, comme une bureaucratie, des parlements ou des groupes d'intérêt, mais ces institutions coexistent avec des institutions informelles, telles que de vastes réseaux clientélistes et de patronage, qui influencent les résultats, au moins autant que leurs homologues formels. Les institutions formelles ne sont pas une fiction, bien au contraire, elles ont des fonctions politiques de cooptation, d'intégration et de régulation de rapports de force au sein du régime. Dans le cas palestinien, il existe en effet une extrême centralisation du pouvoir en la personne de Mahmoud Abbas, qui est l'actuel président de l'autorité palestinienne.
et de son parti politique hégémonique, le Fatah, sur lequel le régime en place s'appuie par le contrôle centralisé des appareils sécuritaires et de la police, et par l'existence des réseaux d'élites économiques et technocratiques, de privilèges et du favoritisme, avec toujours un haut degré de coordination avec le gouvernement israélien. Je reviendrai sur ce point. La concentration du pouvoir s'observe ces dernières années, notamment par une série de décisions prises par Mahmoud Abbas pour renforcer sa mainmise sur les institutions palestiniennes. Ça a été progressif depuis 2007, l'année de la division interpalestinienne et la création de 2 entités géographiquement et politiquement distinctes en Cisjordanie et à Gaza. Par exemple, en 2022, Mahmoud Abbas a émis 2 décrets présidentiels renforçant sa mainmise sur l'Organisation de libération de la Palestine en empêchant son renouvellement, et sur le système judiciaire, compromettant ainsi la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif, sachant que ce dernier, le pouvoir législatif donc, est de facto à l'arrêt depuis la dissolution du Conseil législatif palestinien par le président de l'autorité palestinienne lui-même, déjà en 2018. Dans ces contextes, il existe également une dualité où les élites loyales au régime rivalisent pour se rapprocher du dirigeant contre des faveurs directes, des positions, des opportunités d'enrichissement personnel ou en sécurisant politiquement des positions dominatrices dans l'économie privée. C'était le cas de Moubarak durant ses 30 ans au pouvoir en Égypte, de la Syrie sous Al-Assad père et fils, ainsi que de la Palestine sous Yasser Arafat et sous Mahmoud Abbas, et de manière plus notable à partir de la dérive capitaliste et la professionnalisation de l'autorité palestinienne comme mode de gouvernance introduit par Salam Fayyad, Premier ministre de l'autorité palestinienne entre 2007 et 2013, et un ancien du FMI. Cela a créé un système dans lequel les Palestiniens sont devenus plus dépendants que jamais des salaires et des services de l'autorité palestinienne. Même les segments de la société qui avaient traditionnellement opposé le projet de construction de l'État ont été réduits au silence, soit par cooptation dans les réseaux de patronage de l'autorité palestinienne, soit par répression directe. Les élites palestiniennes, quant à elles, sont intéressées par la stabilité et craignent tout changement politique pouvant affecter leur rôle dans le statu quo. Ensuite, ces régimes limitent, voire interdisent, l'opposition. Ils ne tolèrent aucune contestation et encore moins toute forme de participation politique susceptible de fragiliser leur domination absolue. Dans le cas palestinien, la signature des accords d'Oslo et la création de l'autorité palestinienne ont complètement changé les pratiques et les modalités d'opposition au sein du mouvement national palestinien. Si, sous Arafat, cette opposition a été progressivement cooptée et a in fine été victime de ses propres défaillances, elle a sans doute progressivement, mais sûrement, disparu sous Abbas. L'autorité palestinienne de Abbas continue à réprimer les dissidents palestiniens en multipliant les arrestations et les actes de torture à l'égard de ceux qui s'opposent à la logique d'Oslo et qui défient son autorité. La situation des droits humains, notamment la liberté d'expression, se dégrade d'une façon significative, comme en témoigne l'assassinat en juin 2021 de Nizar Banat, critique de longue date de l'autorité palestinienne. La vie politique palestinienne demeure de facto paralysée et suspendue à la tenue de nouvelles élections, systématiquement annulées. Les dernières ont été annulées en mai 2021. Pour répondre aux différentes exigences internes et externes, l'autorité palestinienne recourt souvent à des changements de gouvernement, en plaçant des technocrates afin de contourner les critiques. Ce qui nous renvoie encore à une autre caractéristique de l'autoritarisme arabe, à savoir l'absence de légitimité du principe de souveraineté nationale, c'est-à-dire que le peuple n'a pas le droit de vote, ou le système électoral rend les votes inutiles. Les régimes arabes s'appuient par ailleurs sur des légitimités traditionnelles, comme c'est le cas en Arabie saoudite ou au Maroc, ou sur des légitimités charismatiques, comme ce fut le cas de Nasser. C'est bien évidemment le cas de l'autorité palestinienne et de Mahmoud Abbas, lui-même toujours à la tête de l'autorité palestinienne, alors que son mandat a expiré
en 2009. La différence, c'est que contrairement à Yasser Arafat, qui n'était pas seulement un symbole de la révolution palestinienne, mais aussi sa personnification, et que c'est probablement de là qu'il tirait sa légitimité politique au niveau interne et international, jusqu'au moins le début des années 2000, Abbas ne jouit absolument pas de cette réputation. Il est au contraire perçu comme au moins par une bonne partie de la population palestinienne, y compris au sein de son propre parti politique, comme un complice de la politique israélienne dans un cadre où l'autorité palestinienne serait devenue le supplétif de l'occupation israélienne. Pour compléter ce tableau, il existe deux questions fondamentales qui viennent à la fois renforcer, mais aussi distinguer le caractère autoritaire de l'autorité palestinienne, à savoir gouverner sans État, comme l'explique le professeur Henri Laurence dans Les Palestiniens, l'autorité sans l'État. Ils sont sous occupation et ils servent comme des sous-traitants sécuritaires en faveur de cette occupation. Ils dépendent aussi complètement et entièrement, d'une part, d'une économie intégrée à l'économie israélienne et basée sur le versement des taxes sur la TVA de la part d'Israël, et d'autre part, de l'aide internationale mettant en lumière une violence économique permanente et un interventionnisme international qu'on pourrait désigner de hostile à la démocratisation. Cela évoque ce que Jean-François Bayard, parmi d'autres bien évidemment, appelle l'exercice de la souveraineté par construction de la dépendance. La question de la rente représentative dans le cas d'autoritarisme arabe ne concerne pas uniquement les monarchies pétrolières dans la région, comme l'expliquent Giacomo Luciani et Hazem El-Biblaoui dans leurs travaux. Elle se réfère aussi aux flux financiers interrégionaux qui ont pour but de stabiliser certains régimes et éviter la contestation interne. C'est ce qu'on appelle une rente politique dont bénéficie l'autorité palestinienne de la part de plusieurs pays du Golfe. Dans le cas de l'autoritarisme palestinien, il est indispensable de penser le système palestinien comme un système complètement imbriqué dans le système colonial israélien pour permettre d'analyser de façon plus juste et plus nuancée des paramètres tels que la restriction ou le contrôle des libertés individuelles et aussi la violence directe ou indirecte, physique ou économique. Sur le sujet de l'État, sa souveraineté, sa sécurité et celle d'Israël, il convient de rappeler que la coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et Israël a toujours été la colonne vertébrale des négociations israélo-palestiniennes et le cœur des négociations d'Oslo. Dès les premiers contacts entre les deux, c'est-à-dire les négociations des accords intérimaires, cette question a mis en évidence un paradoxe sécuritaire. L'accord du Caire, par exemple, signé en mai 1994, exige que les Palestiniens, sous domination militaire et coloniale israélienne, assurent eux-mêmes la sécurité d'Israël et de ses colons. En tenant compte de ça, l'autorité palestinienne n'est pas uniquement un régime autoritaire selon les définitions les plus classiques du terme, mais exerce son autoritarisme en partie pour assurer la sécurité de son occupant, en contrepartie des privilèges attribués à la classe politique palestinienne, membre de l'autorité palestinienne. Cela prend la forme des facilités d'acquisition de certains marchés, des facilités de mouvement à l'intérieur des territoires palestiniens occupés ou même en Israël, sans parler bien évidemment des gains matériels directs. Cela pose la question des procédés de l'autorité palestinienne pour restreindre les libertés individuelles et le contrôle de la population. Si l'autorité palestinienne n'a pas procédé jusque-là à une mise sous haute surveillance de la population, c'est parce qu'Israël le fait déjà et que l'autorité palestinienne n'en a pas vraiment tous les moyens. Le deuxième point, et je termine sur ce point, qui me semble d'une importance capitale dans le cas palestinien, est l'interventionnisme international dans les affaires internes palestiniennes et leur participation directe et de manière autoritaire à la conduite des affaires politiques. Deux exemples sont assez explicites à ce propos. D'abord, la marginalisation de Yasser Arafat au début des années 2000 et son exclusion du jeu politique sur demande israélienne s'est accompagnée d'une imposition des réformes pour créer le poste d'un Premier ministre
qui remplacerait progressivement Arafat dans son poste de chef de l'exécutif, qui nomme les ministres, contrôle les forces de sécurité, est capable en plus de déclarer l'état d'urgence. Pour ce faire, il a fallu également amender la loi fondamentale palestinienne, créant un texte qui a donc permis juridiquement la création du poste de Premier ministre. Le transfert des prérogatives de Arafat et la nomination sous la contrainte de Mahmoud Abbas à ce poste le 19 mars 2003. Pendant ce temps, Arafat était assiégé et ses réformes ont été utilisées comme un levier pour sa libération et pour la reprise des négociations israélo-palestiniennes à un moment de haute tension pendant la deuxième intifada. Le deuxième exemple, qui a marqué la vie politique palestinienne à jamais, concerne les conséquences liées aux élections du Conseil législatif palestinien de janvier 2006, qui se sont soldées par la victoire du Hamas, suivie en juin 2007 par le début de la division interpalestinienne. Faute de pouvoir contester les résultats du suffrage à cause d'un taux assez élevé de participation, on parle de 77%, et de la participation des observateurs internationaux, mais tout en considérant bien évidemment que la victoire du Hamas n'était pas non plus compatible avec les principes occidentaux, le Quartet, c'est-à-dire l'Union européenne, les États-Unis, la Russie et l'ONU, ont émis une triple conditionnalité politique d'engagement à la non-violence, de reconnaissance d'Israël et de respect des accords préalablement établis au nom de l'autorité palestinienne, afin d'établir tout contact de quelque nature qu'il soit avec le Hamas. Le Quartet a appelé les bailleurs de fonds à conditionner toute aide à l'acceptation par le Hamas de cette triple conditionnalité. Cela a entraîné une suspension automatique des aides et des projets internationaux, conduisant à une crise économique sans précédent. En plus des mesures officielles, d'autres mesures informelles et plus discrètes ont été déployées. Les États-Unis, Israël, la Jordanie et l'Égypte sont ainsi accusés d'avoir fourni au Fatah des armes, un soutien financier et des entraînements à leurs services de sécurité afin de mettre en place un plan pour endiguer le mouvement islamiste palestinien et donc de participer à une guerre qui ressemblait à une guerre civile et dont les conséquences sont jusqu'aujourd'hui dévastatrices sur le terrain. Cet exemple illustre bien les tendances des démocraties établies à promouvoir une autocratie sous prétexte de privilégier ce qu'ils appellent une stabilité politique à l'incertitude liée à un processus de démocratisation qui, par définition, est censé aboutir à un changement de régime et non pas à un changement au sein du régime. Finalement, la résilience d'un régime autoritaire et de ses appareils coercitifs est façonnée par le maintien des réseaux de soutien international. Il est moins probable que le système tienne ou simplement veuille maintenir le pouvoir lorsqu'il perd un soutien international crucial. C'est sans aucun doute le cas de l'autorité palestinienne. Je vous remercie. Grand merci, Dima. Sur l'autoritarisme arabe, il y a une bonne blague égyptienne qui dit tout. C'est en 2011, Moubarak est en train de perdre le pouvoir. Son entourage lui dit « Moubarak, il faut que tu fasses tes adieux au peuple égyptien. » Et Moubarak dit « Ah bon, il s'en va ?» Nous allons passer maintenant à la conclusion.